peut-être à mes... Non, je pense que Hein, pour un un premier, prise de voilà. parole liminaire, c'est bien. Alors peut-être juste, c'est pas pour ostraciser personne, mais on va continuer par les conservatoires avec Madame Émilie Delorme, et puis on finira par les cours ensuite. Merci aussi de me donner la possibilité d'être en face à vous aujourd'hui. Sentiment d'avoir beaucoup de choses à vous adresser. Donc, je vais essayer d'être synthétique. Mais donc, le Conservatoire de musique et de danse de Paris, donc, on est un établissement public administratif comme celui d'art dramatique, et on est l'un des 2 seuls établissements en France à délivrer des diplômes de second cycle en musique et en danse. Et je pense que c'est un élément extrêmement important. Sachant que le conservatoire de Lyon, qui est le 2e, est à peu près de la taille de la moitié de celui de Paris. On a été fondé en 1795, donc un des plus anciens et des plus prestigieux conservatoires au monde, et on forme à haut niveau des diverses disciplines musicales et chorégraphiques. Et on forme aussi au diplôme d'enseignement des professeurs et de directeurs de conservatoire. Là aussi, on a un rôle à jouer majeur sur ce sujet. Les étudiants sont encadrés par des professeurs qui sont très souvent des artistes de renommée internationale, et je souligne qu'on n'a pas de statut d'enseignant puisque le corps a été mis en extension il y a très longtemps et on n'a pas de cadre d'emploi, donc les enseignants sont des contractuels. Pour vous donner un peu des idées de la taille, on a environ 400 enseignants, 200 agents et environ 1400 étudiants, 1200 en musique, 200 en danse, dont actuellement 94 mineurs, dont 42 vivent en internat dans notre bâtiment, donc avec un encadrement très fort. Et la quasi-totalité de ces mineurs sont en double cursus, sont scolarisés. C'est quelque chose qui est important pour nous de les maintenir dans un établissement de l'éducation nationale en parallèle. Et sur ces étudiants, savoir qu'on a à peu près 25% d'étudiants étrangers, dont la moitié d'entre eux viennent d'Asie. Moi, j'ai été nommée en début 2000, donc il y a 4 ans et demi maintenant. Et j'avais auparavant fait un travail remarqué sur la question de l'égalité et de la diversité dans le milieu musical à la tête de l'Académie du Festival d'Aix-en-Provence. Et donc, ma nomination, je pense, a été perçue comme un signe d'ouverture sur ce sujet. Et dès mes premiers jours de fonction, il y a des anciennes étudiantes qui ont demandé à prendre rendez-vous avec moi pour me faire part de leur expérience. Ça a été dit de façon très légère. Mais je les ai reçues vraiment sans avoir idée des drames qu'elles avaient pu vivre, de l'ampleur des traumatismes et surtout de l'impérieuse nécessité d'être entendues. Et quelques mois après mon arrivée, on a reçu le résultat d'une enquête qui avait été commandée par le ministère de la Culture sur les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur culture. Et les chiffres étaient absolument effarants. Dans notre établissement, près de 16% des répondantes déclaraient avoir été victimes d'agressions sexuelles. Et sur un peu plus de 300 répondants, 25 femmes déclaraient avoir subi une agression sexuelle et 10 personnes témoignaient d'un viol dans le cadre de leur activité au conservatoire, ce qui était au-dessus des statistiques nationales. Et donc on s'est donné très rapidement une priorité d'agir. Et donc dès la rentrée 2020, il y a eu une formation obligatoire pour tous les étudiants, les agents et les enseignants qui ont été donnés. Des actions de sensibilisation et de communication qui ont été mises en place, et puis une procédure de signalement avec une cellule de traitement derrière, dont je pourrais vous dire, si vous le souhaitez, comment elle fonctionne. Juste signaler que dès la mise en place de ce dispositif, il y a des signalements qui sont arrivés et qui ont mené à une procédure qui a été extrêmement médiatisée, qui s'est conclue par un licenciement et une condamnation au pénal. Je vous en parle parce que cette médiatisation a amené à 2 choses. D'une part, j'ai été vraiment mise sous pression pendant cette procédure en recevant des messages de professeurs, de musiciens extérieurs qui m'exhortaient de cesser les procédures, craignant notamment que je perde mon poste, et mise sous pression aussi, voire menace de la part de journalistes. À la fin de cette procédure, une fois qu'elle a été réglée, on m'a largement félicité pour mon courage, et ça m'interpelle fortement. S'il faut du courage dans notre pays pour signaler une agression sexuelle ou pour protéger des jeunes adultes contre des prédateurs, ça m'interroge beaucoup. Et le fait que c'était médiatisé, ça a aussi mené à ce que bon nombre de musiciennes, voire musiciens, m'interpellent sur des cas congrès qui n'ont absolument rien à voir avec le conservatoire. Je pense que le fait que cette procédure aboutisse a donné un signal, et en musique classique, en tous les cas, on n'a pas de collectif MeToo Théâtre.
Et donc, beaucoup de gens ne savent pas à qui s'adresser et il manque une étape avant de pouvoir aller au commissariat. Et même si 9 fois sur 10, quand on m'interroge, je réponds que ce qu'il faut faire, c'est porter plainte, je constate que d'une part, les victimes sous-estiment très fortement la gravité des faits et donc des fois ne pensent même pas qu'elles peuvent aller porter plainte. Deuxièmement, elles n'ont aucune idée des questions de durée de prescription. C'est très compliqué d'ailleurs de comprendre l'ensemble de ces délais, mais elles pensent que c'est prescrit et ne savent pas l'intérêt aussi qu'il peut y avoir, même dans le cas de prescription, qui peut être levé. Et puis troisièmement, il faut le dire aussi, des doutes sur le fait que une plainte puisse mener à une condamnation. Je ne sais pas si vous voulez que j'aille plus loin. On va revenir parce que Madame la rapporteure Francesca Pasquini aura des questions précises et je pense que c'est mieux comme ça. Donc, Madame, attendez, il faut que je remette mes lunettes, c'est écrit en gros, mais Madame Strickner. Oui. Pardon. Oui. Un grand merci pour cette commission d'exister, parce que c'est très important pour nous. Je pense collectivement aussi qu'on puisse adresser ces sujets et on a vraiment conscience, et j'ai conscience, de la responsabilité qui nous incombe aussi en accueillant des jeunes personnes qui souhaitent intégrer le monde du spectacle vivant, le monde du cinéma et donc de la nécessité de vigilance permanente et d'action continue. Donc, un grand merci qu'on puisse échanger et s'exprimer là-dessus. Donc, au Cours Florent, c'est une école de spectacle vivant qui existe depuis 1967, qui a été fondée par François Florent. Personnellement, c'est ma 2e saison à la direction du Cours Florent. J'étais professeur avant, pendant quelques années, et d'où mon nom difficile à prononcer. Je suis autrichienne à la base. Non, c'était un problème de vue. Oui, et du coup, effectivement, j'ai fait moi-même la 3e année au Cours Florent en tant qu'élève, après avoir fait le conservatoire en Autriche. Donc, je pense, oui, on a une énorme responsabilité. On a donc, dans notre école, mis en place un règlement intérieur et une charte déontologique très stricte. Je pense que c'est très important de définir des lignes rouges pour tout le monde, parce qu'il ne peut pas parler de zone grise et d'un flou dans ce domaine-là, de la protection de l'intégrité physique et psychique des élèves et aussi des collaboratrices et collaborateurs. Donc, ce qui est important chez nous, c'est que effectivement cette charte et ce règlement est suivi du coup de procédures très claires qu'on a établies et qu'on se réfère vraiment au droit social et pas à une attente du droit pénal. L'un n'exclut pas l'autre, bien évidemment, selon les cas. Mais pour moi, c'est très important de souligner ça, ce qui fait que on se retrouve au prud'homme dans certains cas, ou devant l'inspection du travail en cas de salariés protégés. Mais c'est très important que la sécurité de tout le monde soit le mieux garantie et qu'on agisse. Et donc, ça nous arrive aussi de prendre des mesures préventives, justement, de suspension, et ensuite de procéder, grâce à notre protocole, à une enquête systématique, que ça concerne des collaboratrices ou collaborateurs de l'école ou que ça concerne des élèves. Donc, important aussi, on a un dispositif externe d'écoute. Donc, c'est une ligne d'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où toute personne qui est dans notre école peut téléphoner à n'importe quelle heure, donc, sans qualification quelconque. Et ça me paraît extrêmement important. Donc, ça peut être pour des enjeux privés, d'assistance psychologique, comme des choses justement qui soient en lien avec notre travail ensemble à l'école.
Et du coup, là aussi, il y a effectivement des psychologues formés qui, pour des témoignages anonymes, aident les personnes à sortir de l'anonymat et de procéder à un signalement. Et ça me paraît très important. On a une référente d'écoute, respect, égalité à plein temps dans la maison, qui ne fait pas du tout partie du coup de l'équipe pédagogique ni de scolarité, pour que du coup elle puisse prendre de façon la plus neutre et indépendante possible la parole de toute personne qui rencontre des difficultés. On fait de la prévention dans les classes, de façon systématique en début de saison, pour expliquer tous les mécanismes qu'on a d'écoute, d'alerte, et aussi des séances de prévention, justement pour aider à repérer des violences, ou ne serait-ce que des discriminations, de sensibiliser vraiment sur ces sujets. Et également toute une campagne après qu'on appelle non, c'est non, d'affichage, de vidéos consultables pour nos élèves et pour toute notre équipe. Donc ça, c'est des points importants, je pense déjà, pour donner un peu le cadre global du fonctionnement de base dans ce domaine-là. Je vous remercie. On va continuer par Monsieur Delavenne. Merci. Je vous remercie également de m'avoir invité. Je pense qu'il y a beaucoup d'écoles de théâtre à Paris qui sont de taille un tout petit peu plus modeste que le cours Florent, qui a beaucoup d'étudiants. Nous, il y a 200 étudiants à Paris. Ça va de tout âge, enfin non, pas de tout âge. Il y a très peu de mineurs également. Il y a quelques élèves de 16-17 ans. Moi, ça va plutôt de 18 jusqu'à beaucoup plus tard dans la vie, puisqu'on a aussi des cours semi-professionnels, où donc il y a des personnes de tout âge qui sont acceptées. Cette école a été créée à peu près à la même année que le cours Florent, en 1965, par Jean-Laurent Cochet. Il y a eu des générations de comédiens et de comédiennes qui sont sortis de ce cours. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une révolution depuis MeToo, que la parole s'est beaucoup libérée, que les jeunes femmes, notamment, sont plus amenées aujourd'hui à en parler. Des choses, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, quelques témoignages. En revanche, il y a chez nous une grande sensibilisation, mais il n'y a pas de référent à proprement parler. Donc, il y a des témoignages d'élèves auprès de l'équipe enseignante. Nous sommes 5 professeurs et ils savent aussi mon implication dans ce domaine. Et donc, j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs élèves qui sont venus se confier de certains faits. Et donc, ils savent qu'on les accompagne, qu'on les écoute et s'il y a des mesures à prendre, on les prend par la suite. Voilà, donc sans doute qu'on pourra en discuter un petit peu plus tardivement.